Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, d'importantes quantités de neige attendues dans les prochaines heures en Bretagne. Météo France annonce par endroits 15 cm. Nous serons en direct sur place dans un instant. Dans la moitié nord de la France, un courant tout droit venu de Sibérie apporte un froid polaire. 31 départements sont en vigilance grand froid ou neige et verglas. Notre enquête sur ces commerces, ces restaurants ouverts illégalement bien après l'heure du couvre-feu. Ils risquent de très fortes amendes et même la fermeture administrative, mais ne sont apparemment pas inquiétés. Reportage à Marseille dans quelques minutes. Dans ce journal également, nous vous présenterons la star incontestée des fourneaux. C'est un robot qui fait tout ou presque. Il s'en vend plusieurs milliers chaque jour. Leur prix varie du simple au quadruple. Enfin, nous irons étancher notre soif d'évasion dans l'Ouest américain sur les traces des chercheurs d'or. Ils ont abandonné des villes aujourd'hui fantômes. L'une d'entre elles vient d'être rachetée par un seul homme pour une poignée de dollars. Les prévisionnistes de Météo France annoncent pour les heures qui viennent des quantités de neige qui n'ont pas été vues en Bretagne depuis 35 ans. Les premiers flocons ont commencé à tomber cet après-midi, notamment dans les Côtes d'Armor. Reportage à Lamballe, François-Xavier Ménage et Jean-Philippe Eckett. Pas de transport scolaire depuis ce matin. Des camions interdits de circuler. L'épisode neigeux démarre dans cette partie nord de la Bretagne avec un peu de retard sur le programme. Mais dès la sortie des classes, certains en profitent. En fait, au début, on voulait faire une bataille de boules de neige, mais après, moi, je suis partie dans le délire de faire un petit bonhomme de neige. Ça me fait un petit peu voyager dans les Pyrénées, dommage que j'ai pas les skis. Jusqu'à 15 cm attendus localement, des températures négatives cette nuit. À Lamballe, les services techniques vont faire nuit blanche. On fonctionne sur trois équipes de nuit. Nous, on finit à 9h, après ça, le relais jusqu'à 3h, et de 3 à 9 après. Dans ce secteur assez peu habitué aux fortes précipitations neigeuses, les autorités appellent à la prudence au volant. Certaines professions sont bien obligées de s'organiser, notamment cette infirmière à domicile qui va donner un coup de main à des collègues pour assurer toutes les visites médicales prévues jusqu'à ce soir. Depuis ce matin, on est un petit peu aux aguets de savoir quelle est la quantité on va avoir sur la route et si on va pouvoir circuler jusqu'à la fin de notre tournée. Nos véhicules ne sont pas forcément équipés pour avoir de la neige jusqu'à 20 cm. Et la journée de demain promet d'être compliquée. La vigilance neige-verglas est prolongée. Les transports publics doivent être privilégiés. Et si les chutes de neige venaient à paralyser certains axes, la municipalité a déjà prévu de réquisitionner ce gymnase pour ceux qui ne pourraient pas rentrer chez eux. C'est en fait toute la moitié nord du pays qui est balayée par ce courant d'air froid chargé de neige. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures, les prochains jours? Emma Vincent et nos correspondants en région, de la Pointe bretonne jusqu'à l'Île-de-France. Au même rythme que la marée, la neige s'est accumulée toute la journée sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Cet après-midi, 10 cm de poudreuse recouvraient le sable blanc. Assez pour pousser Olivier à vérifier l'amarre de son bateau. Moi, c'est la première fois que je vois ça en Bretagne. Comme il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, c'est un peu surprenant, mais c'est superbe. Avec la mer, la neige, c'est super beau, quoi. Des flocons qui réjouissaient les Brestois, même s'ils obligent à un peu d'adaptation. Elles n'aiment pas. Hein. Non, ils n'aiment pas du tout. Mais on n'est pas habitués, mais ça fait du bien, les enfants vont être contents. J'ai beaucoup d'inquiétude parce que je rentre sur Bordeaux demain normalement et j'espère que je vais prendre le car. Par précaution, les transports scolaires ont été suspendus. La vague neigeuse a progressivement envahi la région d'ouest en est pendant plusieurs heures. Ici à Rennes, la neige s'invite dans l'après-midi. Dans la Manche, les habitants de Pontorson se sont fait surprendre également. Moi, je pense à tous ceux qui vont aller travailler demain matin. S'il y a de la neige comme ça, le verglas va arriver, je pense. Pour éviter tout accident demain, les transports scolaires seront donc suspendus ou partiellement suspendus dans ces 16 départements. Car les chutes de neige vont continuer pendant une partie de la nuit jusqu'au sud de la région parisienne. Par précaution, la N118, piégeuse en cas de verglas, sera fermée dès 21h. Et vous allez le voir, la carte de vigilance remise à jour par Météo France est très chargée ce soir. Elle concerne 36 départements, 31 en vigilance neige et verglas, 4 en vigilance grand froid, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne. À Lille, par exemple, la température ressentie est descendue jusqu'à moins 13 degrés cet après-midi. Nos reporters Marion Fiat et Pierre Humet, eux aussi, ont eu très froid.
Les plus matinaux ont pu frémir en regardant leur thermomètre, moins 7 degrés au réveil. Le nord s'est figé dans la glace. Nous nous sommes rendus à Valenciennes, tout au sud du département. Et à l'heure des sorties de classe, à 11h30, les enfants étaient recouverts de superpositions de vêtements pour les protéger de ce froid polaire. Je crois là on est à moins 5, ressenti moins 11. Et effectivement, on sent que c'est le vent qui fait que... On a l'impression qu'il fait beaucoup plus froid que ça. Je tremble, j'arrive pas à bouger. C'est un peu désagréable. À l'heure du déjeuner sur la place d'Armes, peu de sandwichs, le temps se prête davantage aux plats mijotés. Dans ce restaurant, le chef a dû adapter sa carte pour cette vague de froid exceptionnelle. Hier c'était tartiflette, aujourd'hui c'est gratin dauphinois, voilà. Et puis on enchaîne avec les Welsh, tout ça, carbonate flamande. On a froid, donc on est venu chercher du chaud. À Anzin, le marché s'achève et c'est l'occasion de rencontrer les plus anciens, dont l'expérience nous enseigne que des périodes de très grand froid ont eu lieu il y a des années. Parce que moi en 1956, il faisait moins 26. Un peu plus au nord, à Orchy, la neige s'est transformée en glace. Pas de dégel de toute la journée. On fait en sorte de sortir les choses qui ne gèlent pas, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai le bonnet, j'ai la capuche, la doudoune, l'écharpe. À Lille aussi, cet après-midi, les promeneurs étaient emmitouflés et peut-être un peu marqués par ces températures inhabituelles. C'est plus fatigant parce que on doit certainement concentrer un peu plus notre énergie sur le fait de garder la chaleur. Il est bientôt 16h et le vent transperce les vêtements. Il fait toujours moins 3 degrés. Et au ressenti d'après mon téléphone, on est à moins 9 degrés. Et ça va continuer de baisser. Demain, ce sera même la journée la plus froide de la semaine, avec moins 16 degrés ressentis. Inhabituelles, saisissantes, glaçantes, ces températures sont difficiles à supporter et même dangereuses pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler à l'extérieur. Quels sont les métiers concernés? Quelles mesures doivent prendre les employeurs? Y a-t-il un seuil de température? Esther Lefebvre et Julien Clouzot. Johnny et Thierry arpentent les rues d'Amiens depuis 5 h du matin. Lorsque nous les croisons, il fait moins 5 degrés. Oh, on est habitué à force. On va pas se plaindre, on a dû travailler. Pas question de se plaindre, alors que la météo les rudoie en ce début d'année. L'année dernière, c'était trempé. À quelques centaines de mètres de là, le froid mord les chevilles de Théo, facteur depuis 1 an et demi. Il fait sa tournée au pas de course, avec quelques pauses appréciées. On a toujours des gens qui nous payent des cafés pour qu'on se réchauffe un peu, mais sinon, faut bien se couvrir, prendre des gants. Facteurs, livreurs et boueurs, tous ont le même secret. Le secret qu'on a pour maintenir notre forme, c'est travailler. Le thermomètre ne daigne pas grimper. Pire encore, le vent s'est levé quand nous arrivons sur ce chantier. Jusqu'au clocher de cette église, 35 mètres d'ascension. Il faut l'avouer, pas franchement désagréable. Ça réchauffe. Les maçons ne sont pas venus, mais comme toujours, les couvreurs sont dehors par tous les temps. On a mis une couche en plus, et puis on a mis les gants, on a mis le bonnet, le surbonnet, le caleçon, les 2 paires de chaussettes, et ça va très bien. Le matériel a parfois besoin d'être dégelé, mais les travaux avancent. Avec cette météo, le risque principal n'est pas forcément sur cet échafaudage. Les précautions, départ du dépôt, c'est attention à la route parce que les routes sont plus ou moins dégelées, surtout en campagne, sont bien gelées. Du haut de ce clocher, voici notre récompense. Une vue imprenable sur la campagne givrée. Bonsoir ma chère Evelyne, quel plaisir de vous retrouver. Oui. Vous tombez bien, j'ai une question pour vous. Vous allez nous aider à clarifier un point important. Depuis le début du journal, on parle de température ressentie. Est-ce que c'est subjectif? Quelle est la différence? Est-ce que ça veut dire que je suis frileux et que vous ne l'êtes pas? Est-ce qu'il y a des critères et une explication? Alors, justement, le ressenti, on en parle beaucoup en ce moment. En raison du ressenti, on parle de grand froid, comme ici dans le Pas-de-Calais. Alors, justement, vous, Gilles, qui êtes un petit peu frileux, vous vous êtes peut-être rendu compte que depuis quelques jours, il fait de plus en plus froid sur les régions du Nord. Et cet air froid nous arrive directement de Russie, de Sibérie. Il traverse une bonne partie de l'Europe centrale jusqu'au nord de la France. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en météo le fameux Moscou-Paris. Il est véhiculé aussi par un vent, la bise, un vent de nord-est, et le ressenti est calculé en fonction
de cette bise. Plus le vent est froid, plus le ressenti, plus la sensation de froid s'augmente. Pour comprendre, je vous ai pris 2 exemples. Ce sont d'ailleurs des températures prévues demain matin par Météo France, à Langres sous abri, sans vent, moins 3 degrés, mais avec une petite bise de 10 km à l'heure en moyenne, le ressenti est de moins 7. Et puis, autre exemple, du côté du Havre, il fera un petit peu plus froid sous abri demain matin, moins 5 degrés, mais avec un vent de 30 km à l'heure par rafale, le ressenti sera de moins 13. Et vous remarquez, Gilles, que je vous dis moins 13 et non pas moins 13 degrés, parce que c'est simplement la sensation de froid, le ressenti que vous avez sur votre peau, sur votre visage, en raison de ce vent, et ça n'est pas une température réelle. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces explications très claires. Cette vague de froid soulève une autre question très simple. Les capacités de production électrique françaises sont-elles suffisantes? Risquons-nous des coupures de chauffage ou des délestages aux heures de pointe? Christine Chapelle et Thierry Hackett. Dès que les températures dégringolent, notre consommation d'électricité augmente. C'est logique. Plus de chauffage, d'eau chaude et de plats longuement mijotés. La vague de froid de cette semaine a donc fait décoller notre demande électrique. RTE, le réseau distributeur, s'attend à un pic de consommation jeudi à 85 800 MW. On a de la marge, car le record historique de février 2012 est de 102 000 MW et les centrales avaient tenu. Mais aujourd'hui, la situation est tout de même un peu plus tendue que d'habitude. On a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim en France. Et puis nos voisins, sur qui on compte aussi, ont aussi fermé des centrales nucléaires en Allemagne et également des centrales à charbon. La deuxième raison, c'est qu'en général, les centrales nucléaires, on les fait fonctionner à plein régime pendant l'hiver, et puis on profite du printemps et de l'été pour les arrêter et pour faire des opérations de maintenance. Or, le Covid a décalé la maintenance, ce qui fait que là, on aborde l'hiver avec moins de centrales nucléaires en fonctionnement. Risque-t-on pour autant la panne générale? Non. Les centrales françaises peuvent fournir 88 à 90 000 MW et nous pouvons aussi, en cas d'urgence, en faire venir 11 000 de chez nos partenaires européens. Ajoutez à cela que les journées commencent à rallonger, donc nous allumons les lampes de plus en plus tard. Pas de risque de pénurie en vue. Mais n'oublions tout de même pas d'éteindre les lumières et les appareils en veille, ce sera toujours ça de moins. En Moselle, les habitants de la commune de Cattenom et de ses environs se sont réveillés sous un très épais manteau de neige qui n'avait pas été annoncé par Météo France. Plus surprenant encore, quelques kilomètres plus loin, peu de neige au sol. L'explication se trouve non loin de là, dans une centrale nucléaire. Reportage Michael Guilleux, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. Au milieu de la Moselle verte, un îlot blanc. Voici la seule ville enneigée du département. Ce matin, en arrivant à Cattenom, les automobilistes ont été surpris par une étrange couche de neige épaisse et granuleuse, étalée sur une dizaine de kilomètres seulement. Je viens d'à côté de Thionville où il n'y a absolument pas de neige et on m'explique qu'ici c'est totalement le pôle Nord, donc c'est vraiment très curieux. À mon avis, c'est à cause des centrales, non? Peut-être. C'est ce qu'on s'est posé comme question, nous aussi. Effectivement, ce n'est pas une neige naturelle qui est tombée, mais une neige industrielle générée par la centrale nucléaire de la ville. Elle se forme par grand froid, au-dessous de moins 2 degrés, quand un nuage saturé en eau passe au-dessus des turbines de refroidissement. La vapeur d'eau dégagée se transforme alors en neige, qui tombe tout autour du site. Un phénomène rare, selon ce prévisionniste de Météo France. Il faut des conditions météo extrêmement précises. Il suffit de décaler d'1 degré le profil de l'atmosphère et on ne va pas pouvoir avoir la formation de cette neige industrielle. Il va falloir aussi également que ces conditions météo rencontrent l'homme, à savoir qu'on a décidé d'utiliser la cheminée. Donc il est extrêmement difficile de prévoir ce phénomène. Pas d'inquiétude à avoir pour autant. EDF l'assure, l'eau dégagée sous forme de vapeur par les turbines de refroidissement n'est pas toxique. Elle n'entre jamais en contact avec les matières radioactives. Eux n'ont pas du tout souffert du froid. Aujourd'hui, la France était vraiment coupée en deux. Dans la moitié sud, vous le voyez, douceur printanière, 14 degrés à Biarritz, 16 à Nice et même 17 à Bastia. Ce mois de février est décidément marqué par des conditions météo exceptionnelles, grand froid au nord, crue historique un peu plus au sud. Le niveau de la Charente redescend très lentement à Saintes, l'une des communes les plus touchées par ces crues, sans précédent depuis 25 ans. L'état de catastrophe naturelle va d'ailleurs être décrété d'ici vendredi dans toutes les communes touchées par les inondations. Ce sera sans aucun doute le cas pour Esbly, inondé pour la 4e fois en 5 ans.
Peut-on invoquer la fatalité, le hasard, la loi des séries, ou y a-t-il une explication rationnelle? C'est ce qu'ont voulu savoir Florian Litzler, Mathieu Dupont en se rendant sur place. À l'entrée d'un des quartiers les plus inondés d'Esbly, nous tombons sur cette passerelle de fortune. À l'autre bout, il y a son constructeur, Christian. Il ne compte plus les fois où il a installé son pont artisanal. Comme on a l'habitude, moi je me prépare toujours à l'avance. Même si c'est pour rien, mais bon, je préfère. Donc à force, c'est régulier. Esbly se situe en Seine-et-Marne. C'est une petite ville de 6000 habitants et de 2 rivières, le Grand Morin et la Marne. Les crues touchent toute une partie de la commune, un tiers en fait est en zone inondable. La régularité des inondations surprend, une par an au moins ces 7 dernières années. Alors qu'avant, depuis 1999 et presque pendant 15 ans, des crues, il n'y en a pas eu. Beaucoup d'habitants pensaient que ça durerait. Aujourd'hui, les voilà obligés de s'installer dans des caravanes, de surélever les maisons. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est toujours la pluie qui provoque les inondations, mais le phénomène s'amplifie. Allez, on commence à avoir le mal de mer parce que moi je suis carrément... la maison c'est une île. Hein. Cet habitant nous emmène près d'un petit pont. Dessous, il y a 3 bus qui permettent l'évacuation de l'eau vers la rivière. Il nous montre des photos prises en été. Les évacuations sont complètement obstruées par des branches et des pierres. Avec le faible courant qu'il y avait, ça s'est envasé, et puis maintenant c'est complètement bouché. Il n'y a plus de courant du tout. Aucun organisme officiel ne s'estime en charge du nettoyage de ces buses. Il n'est donc pas fait. Autre problème plus général, l'urbanisation galopante dans la région imperméabiliserait les sols. Avant, on avait quand même sur les secteurs de Seine-et-Marne beaucoup plus de champs, beaucoup plus de bois qui servaient de donc permettre l'infiltration des eaux directement dans les sols. Le maire est en contact avec la préfecture pour trouver des solutions permettant de réduire l'ampleur des inondations pour que les habitants d'Esbly puissent passer l'hiver un peu plus au sec. Dans l'actualité de ce mardi, il y a aussi les questions autour de l'apparition de variants du Covid dans les établissements scolaires, et notamment le variant sud-africain. Que faire? Hier, un collège d'Aubonne, dans le Val d'Oise, a fermé toutes ses classes jusqu'au 1er mars. La mesure est-elle justifiée scientifiquement? Sur place, Sylvain Milan-Voix, Jean-Pierre Ferret et Laurent Delsol. Une file d'attente ininterrompue de volontaires au test PCR. Un dépistage massif dû à la fermeture d'un collège d'Aubonne dans le Val d'Oise. La présence confirmée du variant sud-africain chez au moins 3 élèves malades a motivé ces détections, en particulier pour le personnel scolaire, les enfants évidemment, et leurs parents. Mon fils fait partie des positifs, donc on est venu vérifier qu'il n'a pas eu le variant. Et puis en même temps, nous tester nous-mêmes. Ma classe a été confinée et il y a eu plusieurs cas positifs. Donc je me suis dit que c'était plus prudent de venir me faire tester et surtout savoir si c'est un variant. L'enjeu, c'est donc d'arrêter la progression de ce variant sur la commune. Nous, on va essayer de voir s'il y a plus de diffusion et puis derrière, pouvoir couper les chaînes de contamination, que les gens s'isolent. C'est d'ailleurs ce qui est prévu par l'Éducation nationale en cas de variant sud-africain ou brésilien. La fermeture de chaque classe présentant un cas confirmé ou même un cas contact. Vu le brassage ou les fratries, la fermeture d'un établissement devient quasi automatique. L'isolement passe de 7 à 10 jours. Au Chesnay, dans les Yvelines, pas de variant sud-africain, mais anglais cette fois. Et pourtant, ce lycée a fermé quand même. Ça signifiait plusieurs classes fermées d'emblée, et d'autre part, la protection des personnes contacts. Ce qui, pour nous, impliquait une trentaine d'adultes de l'établissement. C'est le bon sens qui prime, même si le ministère prévoit d'ordinaire la fermeture des classes touchées. Ce soir, on apprend que des classes ou des établissements ont fermé à Vierzon, à Colmar ou ici à Paris, à chaque fois à cause du variant sud-africain. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas voulu nous donner de chiffres, mais il estime que le pourcentage de classes fermées en France reste très faible. Toujours à propos de l'épidémie, un pays est souvent cité en exemple pour sa campagne de vaccination. En Israël, un tiers de la population a reçu une première dose d'injection du vaccin Pfizer. Les autorités sanitaires israéliennes rendent publiques chaque jour les statistiques et elles permettent de répondre à des questions essentielles. Quelle est l'efficacité réelle des vaccins? Les personnes vaccinées sont-elles encore contagieuses? Marine Brossard, Laurent Aubaine et William Villemain. Dans les rues de Jérusalem, il plane comme un parfum de liberté retrouvée. Réouverture des commerces pour un déconfinement progressif, car les tout premiers résultats de la vaccination se font sentir. Alors quels sont-ils? Si les hospitalisations continuent d'augmenter pour les moins de 60 ans,
Chez les personnes âgées, elle baisse radicalement, de 30%. Le nombre de formes graves, lui aussi, diminue largement. Des courbes encourageantes qu'attendaient les scientifiques français. De voir qu'en vaccinant la population de plus de 60 ans, on arrive à avoir une bonne efficacité vaccinale, c'est une confirmation de l'intérêt majeur de ces vaccins. Une efficacité vaccinale, mais à partir de quand précisément commence l'immunité? Les données israéliennes sont formelles, une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech ne suffit pas. 42% des malades de plus de 60 ans ont été contaminés alors qu'ils avaient déjà reçu une injection. L'immunité ne commence que le 14e jour et elle n'est optimale qu'une semaine après la seconde dose. À ce moment-là, le vaccin protège à plus de 90%. Autre question, le vaccin freine-t-il la transmission du virus? Le but du vaccin est de protéger contre les formes graves au niveau des poumons. Mais la charge virale portée dans le nez peut persister. Ce ne serait pas le cas avec le vaccin Pfizer-BioNTech selon une étude publiée aujourd'hui. Il serait très possible que le vaccin aide à diminuer le portage viral et donc moins de virus par personne, moins de transmission. Mais c'est encore préliminaire. Désormais, tous les scientifiques attendent de connaître les effets de la vaccination sur les jeunes, ceux chez qui les contaminations augmentent le plus aujourd'hui dans l'État hébreu. En France, il s'impose partout, à tous, depuis 24 jours. Le couvre-feu à 18h oblige, vous le savez, les commerces à baisser leurs rideaux à l'heure dite. Pourtant, certains n'hésitent pas à tricher et à braver les sanctions en restant ouverts jusque tard dans la nuit. C'est ce que révèle notre enquête tournée à Marseille par Baptiste Ganet, Frédéric Miara et Jérémy Souris. 18h passées, dans les rues de Marseille. Les trottoirs se vident, les rideaux sont tirés. Tous, pas tout à fait. Certains continuent encore de servir les clients. Il y a énormément de monde entre 18h et 19h. Et moi, je me mets un peu rideau fermé. Je gratte un peu, un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Et ça me permet de faire beaucoup de ventes, de rattraper ce qui est rattrapable. Je viens de finir, j'ai couru pour trouver un bar tabac et je savais qu'ils étaient ouverts, donc je suis venue ici. 19h30, il y a encore du monde à la caisse de ce supermarché. Filmé en caméra discrète, ce gérant nous explique l'astuce. Il s'est mis à faire de la livraison, ce qui lui permet de rester ouvert jusqu'à 23h. Et il en profite pour laisser rentrer les clients de passage. Les gens qui passent à ce moment-là, qui rentrent du travail, les infirmiers, que ce soit les pompiers, les éboueurs, tous ceux qui finissent après le couvre-feu. Si ceux qui ont la chance de tomber sur moi, ils sont là. Ce couvre-feu, beaucoup ont du mal à le comprendre, à l'accepter. Même si c'est interdit après 18h, ces patrons de snacks continuent de faire de la vente à emporter. Si en plus on commence à refuser le peu de monde qu'on a, on les a tirés le rideau. On a bien regardé avant de le faire. Vous êtes dans n'importe quel snack, si vous arrivez à 19h, 20h, vous allez être servi. Eux risquent jusqu'à la fermeture de leur établissement. Qu'est-ce qu'il faudrait, monsieur Tacos double viande. Leurs clients, une amende de 135 €. Si on triche pas un peu, on n'a plus de vie. En plus des sanctions administratives, certains risquent une suppression de leurs aides et des poursuites pénales. Les bars, les restaurants qui continuent de servir leurs habitués, rideau baissé. Comme Patrick, restaurateur depuis plus de 20 ans. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Être relancé tous les jours par des clients qui nous demandent justement « s'il vous plaît, faites un effort, ouvrez », on ne le fera pas savoir. On a choisi de le faire de façon très limitée. C'était vraiment pour pouvoir aller faire les courses pour manger à la maison, pour remplir le frigo. Enfreindre les règles pour faire face à une situation économique qu'il qualifie de dramatique. 21h30, Marseille est déserte. Enfin presque. Un mot de l'actualité judiciaire. Une enquête pour viol sur mineur et complicité de viol sur mineur a été ouverte contre le producteur de télévision Gérard Louvain et son mari après le dépôt d'une plainte par le neveu de Gérard Louvain. 2 autres plaintes ont été jointes à cette enquête initiale. Gérard Louvain et son mari Daniel Moine nient les faits qui leur sont reprochés. Que faire des mineurs qui ne respectent pas la loi, qui dégradent les biens publics, qui caillassent les autobus ou tirent des mortiers d'artifice? Plusieurs maires ont décidé de les priver d'aide municipale, eux et leurs familles. Dernier en date, le maire de Poissy, dans les Yvelines. Ces mesures sont-elles légales et surtout sont-elles efficaces? C'est l'enquête de ce 20h, signée Lucas Ajdela et Noé Gandillot. Le maire de Poissy nous a donné rendez-vous devant ce local associatif, vandalisé il y a 4 mois. On a une voiture bélier qui est arrivée ici, qui est rentrée ici, elle a été incendiée. Les jeunes ont pris la fuite. On a pu identifier d'où venaient et où allaient a priori ces jeunes.
L'incident a été l'un des éléments déclencheurs dans sa décision. Désormais, la municipalité sanctionnera financièrement les parents de délinquants mineurs. C'est pas de la démagogie. Pour moi, c'est du bon sens. Impossible pour la mairie de toucher aux aides sociales, comme le RSA ou les allocations familiales. Ne sont concernées que les aides dites facultatives, des subventions pour des activités culturelles ou sportives, ou des bourses d'études. Certains habitants comprennent, d'autres s'inquiètent. Les parents, il faut qu'ils soient responsables. Ils sont toujours responsables des mineurs, non? Moi, franchement, je suis une mère. Et j'ai des enfants. Le petit, il a 17 ans. Donc quand il sort, je ne peux pas surveiller. Autre question soulevée par l'opposition, la mesure aura-t-elle réellement un effet dissuasif sur les jeunes délinquants? Un enfant commet un acte de délinquance et on va lui supprimer l'accès à un pass culture de 30 €. Quel impact? À Rieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, la mairie a essayé de le mesurer, cet impact. Le même dispositif existe depuis 2 ans et le nombre d'actes de délinquance a légèrement reculé. Nous étions à peu près à 57 pour 1000 habitants et nous en sommes passés maintenant à 53 pour 1000 habitants. Avant d'être sanctionnés, les parents des jeunes délinquants sont d'abord reçus. Ici, actuellement, vous avez des consultations par des psychologues. La mairie leur propose un contrat de bonne conduite pendant 6 mois. En cas de refus ou si l'enfant récidive, la sanction est prononcée. Nous avons eu 22 familles qui ont été reçues et 3 échecs, pour lesquels il y a eu donc des suspensions d'aide. Sanction ou non, selon la mairie, aucun des 22 jeunes concernés n'a eu depuis affaire à la police. Vous rêvez peut-être du grand retour du train bleu qui reliait, on s'en souvient, Paris à Monaco et Monte-Carlo à la fin du 19e siècle. Comme presque tous les autres, il a été supprimé, faute de clients et de rentabilité. Mais avec une dizaine d'autres destinations nocturnes, il pourrait bientôt renaître d'ici 2030. Est-ce vraiment réaliste? Fabien Chadeau et David Salmon se sont déjà installés en couchette. C'est l'une des 2 dernières lignes de train de nuit en France. Paris-Briançon, départ 21h, arrivée 8h20 le matin, 45 € en moyenne le trajet. Et vous seriez-vous tenté? C'est sympa, ça permet aussi de connaître du monde dans les compartiments. Le train de nuit, c'est le rythme, c'est les paysages qui défilent, c'est le bruit des rails. Et la nuit, je pense que ça peut être quand même beaucoup moins cher. Bonne nouvelle pour les amateurs de train couchette, car en plus des 2 lignes existantes, Paris-Nice va rouvrir en avril et l'an prochain, ce sera la liaison Paris-Tarbes. 4 autres trajets sont à l'étude, Dijon-Marseille, Bordeaux-Marseille, Tours-Lyon et Paris-Toulouse. Pourtant, il y a 5 ans, la SNCF avait fermé la plupart de ces lignes. Trop cher, pas assez fréquenté, chaque billet coûtait une centaine d'euros aux contribuables. Les nouveaux trains de nuit peuvent-ils être rentables? Non, toujours pas, mais il faut aider les compagnies ferroviaires. Puisqu'il dégage moins de CO2, qu'il fait moins de bruit, qu'il a moins de nuisances, eh bien, il faudrait apporter aux sociétés qui l'exploitent des subventions en rapport avec les économies environnementales qu'il permet. Il faut aussi attirer plus de voyageurs. Comment? Changer les couchettes trop rudimentaires aujourd'hui, surtout en comparaison de la concurrence. Ici, par exemple, une cabine autrichienne. Et proposer plus de services. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, il faut dire les choses. Il n'y a pas le Wi-Fi dans tous les trains, il n'y a pas la restauration dans tous les trains. Les besoins sont extrêmement variés. Depuis l'étudiant qui veut voyager pour pas cher, jusqu'au couple de retraités qui a besoin d'un wagon-lit et même une douche. Un investissement estimé à 1,5 milliard d'euros pour renouveler l'ensemble du parc des trains de nuit. Si ces trains de nuit évoquent le passé, les gentils robots que vous allez découvrir nous projettent dans le futur, lorsque nous n'aurons presque plus rien à faire. Ils mélangent, ils cuisent à votre place. Depuis 3 ans, les ventes de ces robots cuiseurs explosent. Le confinement a encore accentué le phénomène. Les marques rivalisent d'ingéniosité. Elles se battent aussi sur les prix. Enquête dans le monde sans merci du risotto et du pain maison. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Christine Chapelle, Jean-François Drouillet et Fabienne Moncel. Ils sont encombrants et complexes. Peut-être 7-8 appareils en un seul appareil. Et en plus, on a la cuisson. Ils sont bruyants. Ils sont chers. 496. Et pourtant, on se les arrache. Les robots cuiseurs multifonctions sont les nouvelles stars des cuisines, l'objet d'une guerre des marques aussi. Un classique, le risotto. Du riz,
du bouillon. Problème, pendant 20 minutes, il faut touiller. Touiller. Et encore touiller. 250 grammes de riz. Nous avons donc expérimenté le dernier né de ces commis de cuisine robotisés. Il nous dit tout ce qu'on doit faire. Sélectionner sur 1. En à peine 1 heure, nous avons fait non seulement un risotto, mais aussi une pâte à pain maison et 3 desserts. Eh oui, nous sommes gourmands. On peut tout faire sauf les frites. Mais pour la ligne, il n'y a pas besoin de frites. Salade de porc à la grecque. Quelle que soit la marque, les utilisateurs sont séduits. Ceux qui savaient déjà cuisiner avant. Ça ne demande pas d'utiliser 15 poêles, des casseroles. C'est tout en un. Ça pèse, ça cuit, ça émulsionne. Ça fait vraiment tout. Et ceux qui ne savaient pas du tout. C'est tellement simple qu'on a envie de cuisiner, chose que je n'avais pas forcément l'habitude de faire avant. Je me suis trouvé une nouvelle passion, vraiment la cuisine. Face à cet engouement, toutes les marques sortent leurs robots cuiseurs. On les trouve toute l'année dans les grandes enseignes d'électroménager. Il suffira juste d'adapter l'accessoire qui est fourni avec. Mais bizarrement, les 2 appareils les plus vendus ne sont pas présents dans ces magasins. Ils utilisent d'autres circuits. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Le leader historique a choisi la vente directe. Aucune campagne publicitaire, très peu de boutiques, seulement le bouche à oreille et les réunions à domicile où des démonstrateurs présentent le produit et ses fonctions. On va battre les blancs et on va les chauffer en même temps. Un appareil qui coûte tout de même pour certaines presque l'équivalent d'un mois de salaire. Vous êtes prête à mettre 1 359 € là-dedans? Alors là, madame, j'ai une astuce. Je pense que je vais me le faire offrir. Cette méthode de vente peut paraître démodée à l'heure d'Internet, mais la marque reste convaincue de son efficacité. Vous achetez par exemple une télé dernier cri, vous avez une télécommande avec 30 touches, vous allez en utiliser 3. Donc notre vrai sujet, c'est de nous assurer que nos clients utilisent pleinement leur appareil du matin presque au soir. Autre marque, autre stratégie commerciale. Ici, on mise sur le prix bas et la rareté. Les ventes flash n'ont lieu que 2 fois par an et déclenchent souvent des scènes d'hystérie, mais ça marche. On en a déjà vendu dans ce magasin, je pense, plus de 200 pièces juste dans ce magasin-là, quoi. En combien de temps? En 10 minutes, un quart d'heure. Mais comment expliquer une telle différence de prix? Comment passe-t-on de 359 € à 1 359 €? Nous avons posé la question à ce site comparatif spécialisé. La réponse, c'est le pays de fabrication. Les robots chers sont faits en France, les moins chers en Chine. Cela veut-il dire qu'ils sont moins bons? Ils tranchent, ils mixent, ils cuisent, ils font le job. Après, forcément, quand on a un produit un peu moins onéreux, sous la barre des 500 €, on peut se demander s'ils seront suffisamment solides pour résister à l'épreuve du temps et aux nombreuses recettes et manipulations qu'on pourrait en faire. Outre la qualité des matériaux, les marques se battent à coups de brevets, car ces robots, dont l'usage est si facile, sont des concentrés de haute technologie. Dans ce centre de recherche, on torture les appareils pour tester leur résistance. On a travaillé 120 000 heures de développement. Ça fait 9 ans qu'on travaille sur Compagnon, qu'on l'améliore, qu'on apporte des nouvelles fonctionnalités. On a déposé 71 brevets, donc un petit peu partout autour du monde. Cette compétition se termine même parfois devant les tribunaux pour violation de brevets. Mais cette diversité de prix permet aussi à tous les utilisateurs de choisir en fonction de leur budget et de l'utilisation demandée. En fait, l'innovation que tout le monde attend sera le robot qui, en plus de la cuisson, fera la vaisselle et le ménage après. Mais ça, c'est encore de la science-fiction. Pour l'instant. Mais non, c'est pour demain. Comme chaque soir, je vous propose d'étancher votre soif d'évasion. Destination l'Ouest américain, le vrai, celui des chercheurs d'or, des villes champignons devenues bourgades fantômes. L'une d'elles, Bodie, était autrefois la 2e ville la plus peuplée de Californie. Jérôme Garraud, Lalia Kosser et Julie Hacher ont eu beau frapper à toutes les portes, ils n'ont pas trouvé grand monde. Elle est pétrifiée pour l'éternité. Blottie contre une mine d'or en Californie, voici la ville de Bodie, fondée il y a 150 ans, abandonnée après l'épuisement du filon.
10 000 personnes vivaient ici, dans l'un des lieux les plus riches de l'Ouest américain. Aujourd'hui, une seule silhouette en ville. Ça, c'est le magasin d'alimentation générale. Vous pouviez avoir tout ce que vous vouliez à Bodhi, même des huîtres de San Francisco, du champagne. On a l'impression d'être au milieu de nulle part ici, mais à une époque, c'était vraiment un endroit rêvé. Catherine Jones est la gardienne des lieux. D'habitude, des milliers de touristes viennent du monde entier, mais avec l'hiver et le coronavirus, Bodhi devient fantôme une deuxième fois. Cette ranger a une mission. Veiller à ce que la ville reste dans cet état d'abandon. Interdit de toucher au moindre objet, même la poussière est historique. Tout ce que vous voyez vient de Bodhi. Nous n'avons pas fait de mise en scène. La ville reste telle qu'elle était lorsque les habitants l'ont abandonnée. Comme un voyage à travers le temps, dans ce saloon où les parties de cartes ne se termineront jamais. À notre tour, nous désertons les lieux sur la piste des villes fantômes. Ces vestiges sont éparpillés dans tout l'Ouest américain. Les plus anciens remontent au milieu du 19e siècle, il y a 170 ans. À une époque où San Francisco ne compte que 900 habitants, la ruée vers l'or attire en Californie 300 000 aventuriers. Autour des mines, les villes poussent comme des champignons. Certaines existent encore et sont même habitées, comme ici à Randsburg, 64 âmes. Nous poursuivons le long de ce désert que devaient traverser les premiers prospecteurs. Ils lui ont donné un nom, la vallée de la mort. À présent, cap vers la Sierra Nevada et ses mines d'argent. Une tempête de neige est annoncée, c'est aussi ça la Californie. Nous, on doit se rendre dans un village fantôme dans la montagne. Alors on va devoir se dépêcher, mais on va quand même rester prudent. Une route escarpée nous emmène à 2600 mètres d'altitude, jusqu'au village de Cerro Gordo. Au bout d'une heure, les premiers bâtiments apparaissent. Est-ce qu'on peut monter plus haut? On peut pas aller plus haut. Nous avons rendez-vous avec l'unique habitant de cette ville embrumée. Mais entre toutes ces maisons, pas simple à trouver. Je pense que ça peut être celle-là. Bonjour. Hi Brent. Bonjour. Come on in. Allez, entrez, venez au chaud. Stay warm. Yeah. It's a little cold out there. Ce Texan a répondu à une annonce dans le journal. Village fantôme à vendre. Je me souviens de cet agent immobilier qui est arrivé avec 50 clés. Il les a laissées et m'a juste dit bon courage. C'était il y a 2 ans. J'avais jamais fait de camping ou de bricolage avant. Vous savez, il faut apprendre très vite ici. Et je pense que je m'en sors pas trop mal. À 32 ans, Brent est l'ermite le plus populaire au monde. Car il y a quand même Internet ici, et lui partage sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Là, on est dans une mine qui a été creusée en Californie en 1864. Près d'1 million d'abonnés suivent son exploration des mines voisines. Car ces souterrains lui appartiennent aussi. Et voici ses meilleures trouvailles, gardées dans une ancienne boutique. Elle est plutôt rigide, mais pour une veste de 103 ans, elle est encore pas mal. Et celui-là, c'est mon préféré. Le barillet d'un revolver. Regardez, on voit encore des balles à l'intérieur, et 2 cartouches ont été tirés. Tout un morceau de l'histoire américaine. Et aujourd'hui, Brent veut faire partie de cette histoire. Cette ville sera encore là longtemps après moi.
Plus tard, les gens découvriront à leur tour mes objets et ils auront le même sentiment que moi aujourd'hui. Une vie comme celle des pionniers d'autrefois. Pas d'eau courante. Et en cas de problème, personne sur qui compter, à part lui-même. C'est paisible. Je suis si loin de tout. Même cette année, la pandémie, les élections, ça semblait loin. Je me vois plus vivre ailleurs. Même quand je descends en ville de temps en temps me ravitailler, je veux tout de suite revenir ici. Loin de son Texas, Brent compte sauvegarder cet endroit, réparer les maisons et même ouvrir un hôtel. Un investissement pour gagner assez et rester vivre ici. Comme si au lieu de posséder cette ville fantôme, c'était la ville fantôme qui le possédait. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux très nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir, ma chère Alexia Maillère. Bonsoir. Cette question, tout d'abord. Je me suis placé à l'isolement pendant 7 jours après un voyage professionnel à l'étranger. Je suis obligé. Je ne vais donc pas au travail. Est-ce que je vais être payé et est-ce que je dois prendre des congés ? Alors, soyez rassurés, vous ne devrez pas piocher dans vos congés. Il vous est conseillé de télétravailler. Si votre poste n'est pas compatible avec le télétravail, votre employeur peut vous demander de rester chez vous en maintenant votre rémunération. Mais dans les faits, et c'est une avocate spécialisée qui nous le dit, l'employeur demande souvent aux salariés de se mettre en arrêt maladie. Autre question, si je fais un test PCR dans un pays étranger pour pouvoir rentrer en France, et que ce test est payant, c'est très souvent le cas, est-ce que je serai remboursé ? Oui, vous le serez sur la base d'un forfait de 60 € si vous avez fait un test dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou en Suisse. Si vous avez fait un test hors Europe, vous serez remboursé uniquement si vous êtes tombé malade inopinément et que vous avez une prescription médicale. Là, l'indemnisation correspond, et c'est précis, à 27% du montant de la dépense. 27, pas 28. C'est ça. Merci beaucoup, Alexia. C'était un esprit extraordinaire, encyclopédique, curieux et généreux. On a appris ce matin la mort de Jean-Claude Carrière, scénariste, parolier, écrivain, auteur de pièces de théâtre. Si vous avez vu La piscine avec Alain Delon et Romy Schneider, si vous avez aimé Borsalino, Le retour de Martin Guerre et les films de Louise Buñuel, vous avez aussi succombé aux phrases ciselées et imaginées par Jean-Claude Carrière. Il avait 89 ans, il avait reçu un Oscar d'honneur à Hollywood en 2014. Sur LCI, juste après ce journal, Julien Arnaud reviendra avec ses invités sur le second procès en destitution de Donald Trump. C'est dans Le Grand Soir, sur le canal 26, sur TF1. Dans un instant, la météo presque groenlandaise d'Evelyne Delia. Puis votre série SWAT, demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve avec grand plaisir à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous, restez au chaud, à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.